Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté, des gros billets. Pour tous ceux qui me rejoignent, voilà, je suis Bye Bye Patron, je suis notamment investisseur immobilier, investisseur dans plein de domaines. Si vous voulez en savoir plus sur moi, vous pouvez écouter mon épisode du 27 décembre, 1 million, comment j'ai acheté 1 million d'euros d'immobilier en 2022. Et sinon, voilà, j'ai pour objectif chaque année de beaucoup voyager et c'est le cas. En ce moment, je suis à Madère, il fait beau, le soleil brille. J'ai pas encore été dans la mer, mais ça ne saurait tarder. Voilà, ça fait vraiment du bien en janvier de se sortir de la grisaille du reste de l'Europe. Et puis les gens, ils sont sympas, on mange bien, c'est pas cher. Voilà, la vie est belle. On se demande pourquoi est-ce qu'on passe pas l'hiver en entier sur place. Mais bon, en général, on a pas mal d'autres choses à faire pour faire des gros billets. Voilà. L'an dernier, j'avais pour objectif d'aller dans 10 pays par an. Cette année, je pense que ça va être pareil. Et pour les investissements, je vous avoue que je suis en plein la tête dedans dès lors que je suis pas en vacances. Et donc, on verra pour le décompte. Et quand on est investisseur, notamment, et ben même si on est au soleil, voilà, il y a des moments où il faut un peu travailler. J'ai payé mes concierges. On a fait un super mois de décembre sur un appart là. Vous savez, on parle en renta. Je pense qu'on a fait 3% de renta en un mois. Sur un appart en LCD. Donc merci aux concierges. En plus, ils ont géré. Il y avait une fuite d'eau dans un des appartements. Donc c'est normal de les payer super rapidement. Pour le reste, ben voilà, je suis en train de meubler 2 appartements et de finir les chantiers. Je vous avoue que je m'en occupe également. Et puis à ce podcast, j'ai commencé à 8h30 du matin à faire cette petite intro. C'est comme ça, voilà. On s'arrête pas quand on aime ce qu'on fait. Et ben c'est jamais du vrai travail, mais c'est sûr qu'il faut y consacrer du temps. Cette semaine, on n'a pas une invitée, mais 2 invités, à savoir Corinne et Mélanie, plus connues sous le nom des Comelles sur les réseaux. J'ai pu croiser 2 fois Corinne sur des événements, c'était à Bordeaux, et puis c'était au repas des gentlemen, mais c'était vraiment très très rapide. Donc là, voilà, on a eu un peu plus de temps pour discuter des projets. Vous remarquerez que chez Bye Bye Patron, il y a 0 discrimination. Le seul point qu'il faut, c'est faire des gros billets. On a eu des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux, des personnes de partout dans le monde. On a été en Argentine, à Dubaï, au Cambodge, en Tunisie, en Hongrie. Voilà, si vous avez des investisseurs aux 4 coins du monde, on a été aussi au Canada. Et d'ailleurs, mon associé, avec qui on s'occupe du Club Invest, il est en train d'acheter un appartement au Canada. Donc maintenant, le Club Invest, donc pour ceux qui ne le savent pas, Club Invest, c'est on a un petit groupe d'une dizaine de membres maximum avec qui, enfin, on les aide à qui on aide, voilà, et on accompagne pour acheter des biens immobiliers. Et donc maintenant, le Club Invest, il est dans 3 pays, enfin sous peu, il sera dans 3 pays. Voilà, on sera investisseur, Michel et moi, en tout dans 3 pays et dans je sais pas combien de villes, mais dans pas mal de villes, à la ville, à la montagne, dans plusieurs endroits. Donc c'est top, ça fait plaisir. Hein. Bon, après le Canada, je le laissais à Michel parce que moi le froid, c'est pas trop mon truc. Voilà. Par contre, si vous connaissez des investisseurs francophones, je précise, qui sont investisseurs à l'étranger, et ben j'adore toujours prendre connaissance des marchés, des spécificités. Donc n'hésitez pas à me les partager. Ça me ferait super plaisir. J'ai pas eu d'investisseurs en Suisse. Je sais que c'est compliqué, par exemple. L'Espagne, j'ai un épisode dans les tuyaux. Ça fait longtemps et il va bientôt être publié. Mais voilà, j'avais décidé il rentre pas dans ma grille de programmation pour le moment et surtout il faut que je le réécoute en entier pour faire des petites coupes et voilà. Donc ou au Portugal, ben là je suis donc si vous avez des investisseurs au Portugal, en Afrique, en Asie, que sais-je, voilà, ça m'intéresse. Donc on va voir avec Corinne et Mélanie, on va voir plein de trucs parce qu'en fait elles ont dit Bye Bye Patron, enfin elles ont vraiment pas mal d'activités et c'est très très intéressant de voir leur père comment elles fonctionnent, comment est-ce qu'elles fonctionnent également avec leur conjoint. C'est toujours un point qui est critique hein. Quand on est investisseur, il faut que le conjoint il soit au moins pas un frein, si ce n'est qui vous accompagne, c'est l'idéal. Et ben voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Non, je rigole, j'ai d'autres trucs à vous dire. Déjà, merci pour l'épisode de la semaine dernière que j'ai publié avec Paco. J'ai eu beaucoup de retours. Pas mal d'auditeurs, je pense, apprécient Paco et à juste titre. Hein, je pense que c'est vraiment une personne qui est, il est franc, il est transparent, il est honnête. Il est aussi sur pas mal de secteurs d'investissement. Enfin, il a des invités qui sont sur des secteurs assez spécifiques.
Donc voilà, j'ai eu beaucoup de partages en story. Le problème des stories, je sais pas si vous le savez, mais c'est que c'est impossible à retrouver quand j'ai été tagué. Et donc, quand je suis à droite à gauche, j'ai pas toujours l'historique. Par contre, j'ai eu 2 avis sur Apple Podcast. Merci à Amissad. Les podcasts de Bye Bye Patron sont d'une grande valeur. Bravo à toi. Et bravo à toi pour ce super commentaire. Et de Antoine Blanc, de loin, mon podcast préféré sur l'investissement IMO. Si vous voulez entendre votre nom, que votre nom soit entendu par des milliers de personnes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez sur Apple Podcast, vous me laissez un commentaire. Sinon, 5 étoiles sur Spotify. Merci à tous, ça fait toujours super plaisir. Et j'ai eu aussi des petits messages privés, notamment de Senta Boy 27. Il avait aussi un business de vélo comme moi dans l'épisode dont je vous parlais sur les 1 million. Merci également à Iselis Pessoa, voilà, qui m'a fait un bon retour sur les podcasts. À Grégory PRT, qui suit mon conseil de toujours relancer les gens quand ça avance pas. S'il faut, il faut vraiment que vous deveniez leur premier problème et leur principal problème. Et c'est comme ça que ça avance souvent. Et à Jean-Jean qui m'a convié à ce que on se rejoigne en voyage. Il est libre géographiquement. Il m'a dit, tu me rejoins quand tu veux, où on se rejoint ensemble. Et écoute, ça va faire super plaisir. On va essayer de s'organiser ça à un moment, mais au soleil, hein, pas par la neige, ni sous la pluie. Voilà. Et voilà, avant de démarrer, si vous voulez faire des gros billets avec moi, enfin tout seul, mais avec moi, voilà, vous avez compris, vous allez sur mon site www.grosbillets, bien sûr, au pluriel.com. Vous avez le lien dans la description du podcast, lien dans ma bio Insta. Et puis sinon, vous m'écrivez un message et je vous transfère le lien. Vous avez ma formation négocier pour faire des gros billets. Mon autre formation, un dossier bancaire en béton. Les deux, elles coûtent moins cher qu'un billet EasyJet. Elle est pas belle la vie. Et en plus, c'est un pré-anniversaire parce que je vous l'ai pas dit, mais la semaine qui va, durant votre semaine d'écoute, ce sera mon anniversaire. Voilà. Et dans les 2 formations, ce qui change par rapport aux autres formateurs, déjà, vous le savez, hein, c'est que déjà, j'achète vraiment des biens. C'est pas comme tout le monde. Et en plus, vous pouvez m'appeler gratuitement une fois, c'est inclus. On peut discuter de votre projet, on peut discuter de votre stratégie de négociation. Parfois, il faut négocier, parfois, il faut pas négocier. Cette semaine, on a Damien du Club Invest. Là, il a sûrement trouvé un bien. Ça fait quelques semaines qu'il cherche. Là, il a une opportunité à un prix inférieur au prix du marché pour un bien refait. Donc, on s'est mis d'accord tous les deux pour qu'il négocie pas. Parfois, il faut pas négocier, il faut juste y aller quand c'est rentable, quand c'est moins cher que tout le reste des biens que vous avez visités. Parfois, on peut négocier quand même, mais c'est rare et souvent, il faut pas négocier si c'est déjà une bonne affaire à la base. Voilà, on va pas essayer de gratter encore 1000, 2000, 3000 euros pour ensuite qu'elle nous passe sous le nez. Enfin, chacun ses objectifs. Si vous pouvez acheter qu'un bien, bien sûr, il faut le poncer au maximum. Si votre stratégie, c'est d'en engranger au moins un pour commencer, puis après on voit, ou alors d'en engranger beaucoup par an, comme moi, j'avais pendant des années de 5 biens par an, et dès que c'est rentable, hop, on achète, et puis après on verra. Voilà, intro, je voulais qu'elle soit super courte, quand même 8 minutes 20. Je vous souhaite une très bonne écoute avec Corinne et Mélanie. Comme toujours, vous pouvez me faire un retour, noter sur Apple Podcast, partager en story, ça me fait super plaisir. Et la semaine prochaine, je vous le cache pas, vous êtes pas au courant, mais ce sera l'épisode 100. Et donc forcément, on aura des invités très spéciaux. L'épisode est planifié, mais pas encore enregistré. Il sera enregistré la veille de mon anniversaire. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur et une très bonne semaine. On se retrouve de l'autre côté avec Corinne. Et bonjour à tous ou bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, c'est la première fois, je pense que j'ai un épisode à 3. Donc j'en ai fait en live à plus que ça, j'en ai fait beaucoup à moins que ça. Donc on est accompagné de Corinne et Mélanie, aka Comel sur les réseaux. Comment ça va? Hello, ça va. Ça va, on est en forme. Ouais. Voilà. En plus, vous faites d'une pierre deux coups, parce que moi, j'essaie un peu de respecter une sorte de parité. J'ai aussi des invités de partout dans le monde. Et bien sûr, des femmes, quand on est un homme, on a plutôt un cercle d'hommes. Donc, quand j'ai des femmes, je suis content. Cette semaine-là, l'épisode qui a été diffusé, c'était avec Amani. Je pense que vous la connaissez. Et là, voilà, d'une pierre deux coups. D'un coup, c'est bon, j'ai 2 femmes, donc je vais avoir 2 points de vue. 2 points de vue. Voilà, c'est toujours utile, je trouve, d'échanger. Chacun a un peu sa sensibilité.
Du coup, j'aime bien pour commencer, vu que le podcast s'appelle Bye Bye Patron, que les invités racontent une petite expérience insolite professionnelle qui seraient pas fait forcément, ou qu'elles n'auraient pas fait toute leur vie. Donc, je sais pas, Mélanie, si tu veux commencer. Ouais. Je vais démarrer. Donc déjà, merci pour l'accueil. Alors, pour la petite histoire insolite, moi, j'ai testé pas mal de petits business parallèles pour me faire des revenus complémentaires, dont un que je peux partager aujourd'hui. Avec ma sœur, je m'étais associée pour faire des petits biscuits personnalisés. Donc c'est très cool sur le papier. On s'est dit allez, vas-y, on lance notre première commande. On a eu deux ou trois commandes avec des clients. On était très contents. Et en fait, au moment de produire les biscuits, donc ma sœur est pâtissière, donc c'est elle qui produisait les biscuits, mais il fallait bien que quelqu'un les emballe. Donc, en fait, c'est tout bête, mais on avait une grande table à la maison et on avait, je sais pas, une centaine de biscuits à devoir emballer un par un. Et en fait, un par un en plus. Ah oui, parce que c'était personnalisé forcément. Tout à fait, à la main, sans machine, sans rien. Et là, tout de suite, j'étais en mode automatisation. Je me suis dit mais jamais je vais pouvoir faire ça toute ma life, c'est pas possible. Et malheureusement, j'ai tenu le business 3 semaines. Du coup, voilà, 3 semaines. Voilà. C'est vrai que les boulots à la main. Moi, j'avais fait un job d'été. C'était chez un mandataire, le judiciaire, qui liquidait les sociétés, et je devais envoyer 2000 lettres à tous les créanciers pour dire qu'ils auraient pas d'argent. Donc, je devais la plier en 3, la mettre dans une enveloppe. Après, j'avais plus de peau sur sur la phalange là. Enfin, horrible. Donc voilà, c'est sûr qu'on n'automatise pas. Voilà. Et toi, Corinne, t'as un petit métier? Toi, c'était plus récemment, non? Ouais. En fait, alors j'arrivais plus à souvenir si c'était fin 2020 ou fin 2021. On s'est rendu compte avec nos petits calculs du comptable qu'on allait passer LMP. Et du coup, avec mon chéri, on s'est dit bon, pour pas passer LMP, on va augmenter nos revenus. Donc, on s'est mis à prendre des petits boulots d'intérim en plus de nos jobs. C'était fin 2020, je crois. Et du coup, on est allé bosser à l'OL, puisqu'on vit à Lyon, donc l'Olympique Lyonnais, qui en fait a une énorme boutique qui vend plein de produits dérivés. Enfin, t'imagines même pas le nombre d'articles qu'ils vendent et de références. Et donc, c'était pour le Black Friday. Et donc, c'était pas de nuit, mais à 3 ou 4 heures du mat, on commençait. Fallait mettre en rayon, quoi. C'est ça, je pense. Non, tu prépares les commandes. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu reçois une commande avec des références, tu vas dans les rayons chercher les références, en sachant que, genre, il y a 1 million de t-shirts différents, donc faut pas te compter de références. Et après, tu emballes. Donc, tu emballes dans des sacs plastiques, tu emballes dans des cartons, tu emballes dans plein de trucs différents et tu affranchis et ça part à l'expédition. Voilà. Donc, j'ai fait ça plusieurs nuits de suite. Donc, la première nuit, ça va. Au bout de la troisième nuit, t'es complètement cramé. 3 heures du mat. Donc, voilà. Donc, les métiers manuels, visiblement, c'est pas trop notre truc. Moi, j'aimais bien, mais par contre, l'horaire me l'est un peu moins bien, quoi. Ah, c'est ça, t'es éclaté. C'est vrai que les gens qui veulent changer de vie, tu te dis, ouais, quand t'as un métier, tu peux faire le soir, tu peux faire essayer de créer ton business à côté, mais il y a des métiers, t'es juste mort, hein. Tu rentres, t'es mort. Même ceux où t'es tout le temps debout, tu marches tout le temps, même quand t'es vendeur ou quoi. J'ai fait ces jolis métiers d'été. Je me souviens que le soir, je faisais pas le malin. Donc, ouais. Mais du coup, c'était tout pile, quoi. Le LMP, LMNP, c'était... Ouais, c'est vrai que quand t'as des locations longue durée, t'arrives à bien estimer facilement comment tu vas. On connaissait notre point d'atterrissage. Et du coup, voilà, j'ai fait ça et j'ai fait comme toi, j'ai fait un peu de secrétariat dans une boîte à côté de chez moi et j'ai mis des papiers dans des enveloppes, pareil. Et il y avait une d'enveloppes sur la table entière et je me disais, mais j'en sors pas. Tu sais, genre, tu prends une ramette de papier, ça fait 500 pages, tu mets ça dans les enveloppes et tu mets une d'enveloppes toute ta journée. Tu dis, c'est passionnant. Et ouais, il faut tout. Et puis aujourd'hui, vous faites autre chose, quoi. Pourquoi est-ce que vous êtes sur le podcast? Pas pour vos talents de d'emballage, de biscuits et de. Moi, pour être transparente, c'est Coco qui m'a dit, viens, on va participer à son podcast, c'est génial. Ouais. Donc déjà, merci. Mais oui, je pense qu'on est ici parce qu'on est investisseuse et que c'est important aussi qu'on puisse partager nos expériences si c'est OK pour toi, quoi. Bien sûr, hein. On est là pour ça. Donc vous êtes investisseuse et toutes les deux. Depuis combien de temps? Moi, j'ai commencé en 2018 les investissements immobiliers. Et moi, j'ai fait mon premier achat en 2009. Ok, donc ça commence à dater. 2009, voilà. Tu l'as encore? Non, c'était ma résidence principale et je l'ai passée après en location meublée
LMNP, et après je l'ai revendu. Ouais. Parce que c'est vrai que 2009, parfois, ça paraît hier. Tu te dis, mais en fait, j'aurais remboursé plus de la moitié de l'emprunt maintenant. Sauf que, moi, c'est pareil. Les biens que j'ai achetés il y a 10 ans, je les ai revendus. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on a pu acheter beaucoup de locatifs après, hein. On payait les apports, payer les travaux. Ok, top. Et en plus, vous avez 2 activités chacune, hein. Ouais. Alors, Vas-y. je commence. Allez. Donc, effectivement, moi j'ai 2 sociétés. Donc, la première, c'est Investir comme elle avec mon associée Mélanie, qui est ici présente. Et on accompagne essentiellement les femmes à investir dans l'immobilier, à se créer des revenus complémentaires, voire à vivre de l'immobilier. Après, ça dépend vraiment de l'objectif de chacune. Donc, on fait des accompagnements personnalisés, voilà, individuels. One-to-one. Voilà. Et après, j'ai ma deuxième boîte, Eosis, où donc en fait, pendant 5 ans, j'étais maître d'œuvre. Avant, j'étais salariée, directrice d'agence pendant 10 ans et ensuite à mon compte, mais j'ai fait pendant 15 ans au total, du coup. J'étais maître d'œuvre, assistant maîtrise d'ouvrage et contractant général dans le tertiaire, donc tout ce qui va être bureau, agence bancaire. Et après, je voulais ma liberté géographique et gérer des chantiers à distance. J'ai pas trouvé la solution. Non, on peut pas. Piloter les travaux, donc voilà, il faut un minimum être là quand même pour regarder ce qui va pas et le faire corriger. Du coup, je me suis réorientée dans ce que je savais faire, qui est vraiment toute la partie organisation, structuration. Donc, j'accompagne les entrepreneurs à se développer, mais vraiment sur la partie mise en place de process, recrutement, planning, budget, enfin tout ce qui va faire structurer et scaler la boîte. Ouais, ok. voilà. Pour les entrepreneurs qui sont les solopreneurs, comme on appelle ça. Essentiellement les infopreneurs, donc les entrepreneurs qui sont en ligne, enfin qui bossent en ligne, parce que comme ça me permet de bosser avec n'importe qui, n'importe où, et de pas avoir de contraintes géographiques. Ok. Top. J'ai une première question pour vous, c'est par rapport à vos coachés, parce que mon associé qu'on embrasse et tous nos membres du club Invest, donc nous on accompagne aussi plutôt des débutants, mais il y en a qui ont déjà des biens. Et est-ce que vous pourriez me dire peut-être les biais? Alors bon, chacun après a sa vision de l'investissement, des bons investissements ou non. En fait, nous, de ce que j'ai pu voir chez nos membres, hein, qui réussissent, qui ont tous réussi à trouver des biens. Mais en fait, il y a 2 biais. Il y en a qui ont peur de tout et il y en a le plus souvent, alors c'est chez les hommes en tout cas, peut-être les femmes c'est différent, c'est un peu des têtes brûlées, donc qui ont pas d'appartement et qui vont sur des immeubles où il faut tout refaire. Et peut-être nous on essaye un peu alors de les orienter, d'abord voir si ça te plaît, mettre des travaux qui sont à ton échelle et tout ça. Dans quel état d'esprit elles sont vos coachés quand elles arrivent? Et est-ce que vous voyez un peu une sorte de ce type de biais? Oui et non. Alors, on a des femmes, pour la plupart de nos coachés, hein, oui, c'est quasiment la majorité, c'est des femmes. Il y a quelques hommes, mais la majorité, c'est des femmes. On en a quelques-unes qui sont tête brûlée. Quand même, hein. On en a quelques-unes qui sont tête brûlée quand même. Mais tu sais, presque, quand tu démarres, c'est un peu l'inconscience du débutant. Tu sais, tu poses pas de questions, tu dis, vas-y, je vais sur le premier bien que je vois et je me pose pas de questions. Je veux aller vite, je fais une offre d'achat, allez. Voilà. Et après, en fait... Et en fait, la renta, elle est pas au rendez-vous et là, on se dit, ah merde, en fait, ça va pas. Mais c'est pas grave parce que ça permet de tester aussi, de se lancer parce que quand on est trop, timide et qu'on a peur, qu'on reste dans les doutes, etc., on passe pas à l'action et ça met un peu plus de temps. Donc, on a aussi ce deuxième type de profil qui va être plus sécuritaire, je dirais. Qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin de prendre son temps, qui a besoin d'être que tout soit validé. Et je pense qu'en proportion, on a quand même plus de personnes qui sont comme ça que tête brûlée. Ouais. Tout à fait. Ah cool. Et elles achètent, c'est quelle typologie de biens? Elles achètent de tout, des immeubles, des apparts, des maisons, qu'est-ce que... Alors, on a eu plutôt des appartements pour l'instant, mais on en a une ou deux qui vont sûrement acheter des immeubles. Voilà. Ok, top. Ouais, c'est intéressant d'avoir un peu le... On accompagne les débutants. Oui. Donc, les têtes brûlées qui arrivent et qui se disent, OK, je vais acheter un immeuble de 10 lots, c'est pas la majorité quand même. Ouais, non, bien sûr. Je veux commencer petit,
par un petit studio. Un petit Et là, appart. tu dis, ouais, ok, mais si t'achètes un studio, le prix au mètre carré, forcément, est moins intéressant qu'une grande surface. Donc, peut-être pouvoir un peu plus grande ou pour pouvoir diversifier ton exploitation également. Donc, voilà, c'est plutôt des gens qui vont commencer un peu petits, on va dire. Ouais. Ouais, c'est ça. Nous, on est plutôt dans un peu la nuance, quoi. Enfin, ouais, J'avais bah. une question, du coup, parce que tu t'es pas présenté, toi. Ah, Ton job. je sais pas. Ah, bah ouais, bah oui. Y a pas de Tu souci. faisais quoi comme boîte? Je me suis en train de me dire. Alors oui, donc pour revenir Après avoir vendu la franchise de biscuiterie, C'est ça. Parce qu'en fait, c'est tout ce qu'elle fait, mais en fait, elle emballe des biscuits. Oui, après 3 semaines d'activité à fort développement, j'ai décidé de revendre la boîte, 0 €. Et, voilà, non, sans déconner. Du coup, moi, j'ai 2 boîtes. Donc, j'ai aussi la boîte Investir comme elle. Donc, on est associés 50-50 sur cette boîte. Et ensuite, j'ai une autre boîte qui s'appelle eWell où je fais de la prestation de service du closing pour des infopreneurs. Voilà. Et après, j'ai l'immobilier également à côté qui me rapporte pas mal de sous-sous aussi. Voilà. bah cool, hein. On est là pour ça, les gros billets. Bah top. Bah on peut parler un peu de vos. Bah on peut continuer avec toi du coup. T'as quel type de biens? Comment Alors, tu les exploites? ouais, j'exploite. J'ai 3 colocations sur Lyon et un garage. C'est vrai que je l'oublie tout le temps ce garage, mais j'ai un garage. Pourtant ça tombe, hein. C'est un peu, ça fait plaisir quoi. C'est toujours. Ça, C'est la petite somme en plus qui fait plaisir. Ouais. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Puis mine de rien, si tu le revends, bah, ça fait un petit billet de 15 000 qui rentre dans la poche, donc c'est cool. Et ensuite, j'ai un immeuble de rapport à Mâcon, qui est une commune au nord de Lyon. Et là, je suis en train de faire l'acquisition. Je touche du bois. Je suis encore sur l'attente de, voilà, je suis sur le financement, l'attente des offres d'achat d'un immeuble de 5 lots. Ok. Et à Lyon, il y a des plafonnements. Je connais pas bien. Il y a des pour les colocs. Il y en a. Qui fâche tout de suite ou comment ça se passe? Ouais, tout à fait. Il y a Encadrement des loyers. Il y a un encadrement des loyers qui est tombé. Ça nous fait pas trop plaisir, mais effectivement, ça fait partie du game maintenant. Ok. Et c'est par rapport à la surface de l'appartement, c'est pas par chambre et tout ça. Ouais. Et c'est un encadrement, enfin, c'est un prix qui est fixé par mètre carré ou c'est tu peux pas augmenter ton loyer de plus que tant? C'est par mètre carré. Hein. Oui. Ok, donc il faut déplacer l'immeuble à Vénissieux ou à. C'est ça. C'est ça la technique. Et c'est des 3 chambres, hein, tes colocs. Ah, mes colocs. Alors, mes colocs, j'en ai une de 3, une de 4, une de 3. Ok. Voilà. Et t'as combien de salles de bain? À chaque fois une, je suppose. Alors, pour celle de 3, j'en ai une. Et pour celle de 4, j'en ai 2. Ok. Donc c'est intéressant de voir parce que c'est toujours c'est compliqué de trouver des biens avec tu l'as créé la deuxième salle de bain ou elle était déjà. La deuxième salle de bain, c'était une grande chambre et du coup on s'est permis de créer effectivement une chambre avec salle de bain du coup. Ok. Parce que c'est vrai qu'à 4 sur une seule salle de bain, à moins qu'elle soit grande, mais bon, néanmoins c'est un peu juste quand même. Ah, c'est ça. Tout le monde se lave les dents en même temps et tout le monde veut prendre sa douche en même temps quoi. Donc voilà. Donc ouais 3 je pense c'est la limite. J'ai entendu, bah je crois que c'était ce week-end à Bordeaux là, j'ai entendu quelqu'un qui avait une coloc de 4 mais il disait bon voilà, après c'est toujours une question de prix aussi hein, ça dépend du prix que tu proposes. C'est peut-être ça le plafonnement des loyers, la solution. Voilà, une salle de bain pour 3 appartes. Ouais. Et puis ouais. Ok. Et l'immeuble, tu fais de la courte durée ou tu fais de la longue durée dedans? Ben écoute, on va l'exploiter en courte durée. Je dis on va parce que là, on est sur la fin des travaux sur cet immeuble que j'appelle le bébé immeuble, qui est connu sous ce nom-là puisque c'est un immeuble de 2 lots qui est tout petit. Et oui, on va l'exploiter en location courte durée. Donc, j'ai encore pas fait ce type de location. Donc là, ça y est, je vais pouvoir partager les mêmes problématiques que toi. Ah ouais. Ouais, les joies de la courte durée. Il y en a plein, hein. On a tout eu. On a eu les prostituées, le concierge qui nous payait pas, les concierges nuls. Ça coûte beaucoup plus cher encore que les Mac. Et après, bon, on a des très bons concierges, mais c'est pas pour ça que on n'a pas des clients qui sont complètement allumés. Hein. Il y en a toujours. On avait fait un épisode sur les joies de la courte durée. Donc ouais. Mais bon, après, voilà, on n'a rien sans rien. Hein. C'est lié les deux. Et puis quand tu as un immeuble, au moins, tu gères la copro. Ouais, ça, c'est le gros avantage. Et du coup, Corinne, toi, qu'est-ce que tu as comme type d'appartement?
Alors moi j'ai des colocs aussi à Lyon et sur Rouen. Des colocs de 4 chambres. J'ai pas fait exprès, mais elles ont toutes 4 chambres. Ok. Et 2 salles de bain. Ouais. Et 2 salles. Soit Mais je pense. salles de bain, genre 2 salles de bain dans les parties communes. Et j'ai aussi donc ça c'est il y a une coloc où c'est comme ça. Et j'ai 2 colocs où c'est une salle de bain commune pour 3 et une salle de bain privative pour la 4e chambre. Ça dépend de la configuration en fait de l'appart, ce que ça permettait de réaliser ou pas. Et j'ai une bonne question pour vous, c'est comment est-ce que vous gérez les conjoints de vos colocs? C'est une question qu'on m'a posée. Est-ce que vous avez des règles par rapport à ça? Est-ce qu'ils ont, enfin, les invités, tout ça? C'est vrai que c'est assez. Moi, j'ai eu une toute petite coloc à un moment, c'était un peu à hasard, et puis maintenant l'appartement il est loué autrement. Et est-ce que vous avez des règles? Vous avez des plaintes par rapport à ça ou des? Alors, moi je vais répondre déjà, j'ai pas de règles et j'ai pas de plaintes. Clairement, je sais que mes locataires des fois reçoivent du monde, mais c'est ponctuel. Et globalement, je pense que si quelqu'un squattait longtemps, je pense que ça remonterait justement, ça se plaindrait. Donc, j'ai pas eu le cas. Par contre, pour la petite histoire, j'ai 2 colocataires qui sont partis en même temps, qui ont donné leur préavis en même temps, et je leur ai demandé pourquoi ils partaient. Ils m'ont dit, on emménage ensemble. Ah bah ouais, c'est chou. Agence matrimoniale. Ouais. Mais voilà, donc non, j'ai jamais eu le problème. Je sais que, enfin, j'avais une discussion avec une personne qui disait, moi dans mes colocs, je mets des lits une place, comme ça j'ai pas le problème. Ah ouais. Sauf que moi je trouve ça c'est un anti-location quoi. Vraiment... Ouais bah c'est clair. Déjà tu partages un appart, ça fait un peu. Ça fait, je retourne dans ma chambre de mes parents quand j'avais 10 ans, tu vois. Donc moi je mets des lits de place. Et par contre, évidemment, j'ai des gens qui me demandent en disant est-ce qu'on peut louer en couple. Donc là, je dis non. Mais après, j'empêche pas les gens de vivre, tu vois, s'ils veulent ramener leurs copains de temps en temps. Enfin, je sais que des fois, il y a du passage, mais c'est ponctuel. J'ai pas eu de problème. Ok. Et toi ? Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Moi, je fais surtout attention à la sélection en fait des candidats. Et très simplement, les candidats, ils sont assez cool, c'est-à-dire que ils disent qu'ils sont en couple. Souvent, ils ont un chien ou un chat ou quelque chose qui va avec, et ils demandent si ça nous gêne qu'ils emménagent en couple. Mais le problème, c'est que la coloc, elle est pas faite pour accueillir 15 personnes, les couples et la famille et les cousins et tout ça. Donc moi, je dis non également. Néanmoins, effectivement, on est avec des étudiants, donc moi, quand j'étais étudiante, je vivais en coloc et mon chéri, il venait aussi dans ma chambre. Il n'y a pas de souci. Tu vois. Donc ouais, faut pas trouver le gars qui abuse quoi. Mais c'est vrai que voilà, c'est ça. Voilà. Ça. Après, c'est vrai que par exemple, quand les couples, des fois, ils me disent oui, mais pourquoi vous voulez pas nous ? Je dis je vous explique, j'ai 4 chambres, donc c'est la coloc, elle est faite pour 4, et en termes de consommation d'énergie, et en termes de vaisselle, et en termes de dimensionnement de salle de bain. Maintenant, si vous venez en couple et puis que l'autre en couple, je dis en fait, on se retrouve à 8 au lieu de 4. Ouais. Ça marche plus. Non. Donc, voilà. Donc c'est ça qui est compliqué, ouais. Et ouais, puis des appartements, ouais, moi ça m'est déjà arrivé des appartements par exemple des T2 où on me dit en fait t'arrives pas trop à savoir quand les gens ils visitent si c'est un couple ou pas quoi. Donc c'est vrai que parfois t'es un peu gêné parce que moi j'ai des appartes voilà, s'il y a que une chambre, j'ai pas envie et un salon ouvert sur la cuisine je me dis pour un couple ça va, mais pour des gens tout seuls, ils vont pas partager la chambre enfin. Alors parfois t'es un peu gêné quoi, tu te dis bon. Peux poser la question, hein. Ouais bah je leur demande en général, je leur demande. Alors ouais après faut savoir mettre les manières. Parfois tu sais pas si si déjà c'est 2 filles, alors bon tu vas leur demander. Après ça peut être sa sœur ou des trucs comme ça me crée un peu des malaises. Mais bon vaut mieux ça que et puis une fois j'en ai eu et je suis sûr qu'ils se foutaient de moi. C'était dans une ville où c'était super cher les loyers, j'étais content d'avoir un appartement là-dedans et c'était soi-disant un couple mais ils avaient 30 ans d'écart. Le gars il buvait de la bière de la 8-6 comme ça en m'attendant en bas en fumant et puis en plus il travaillait à je sais pas 1 heure de là, enfin il y avait rien qui était cohérent quoi. Et ils m'ont dit ouais on est en couple, mais je suis sûr que c'était trop cher pour eux de se loger et puis ils avaient trouvé ça comme solution. Okay. J'ai eu le problème, moi, donc j'ai des apparts aussi à la frontière suisse et j'ai notamment un studio. Et à l'époque, je l'avais mis en gestion. Et du coup, l'agent IMO, d'habitude, me demandait mon avis sur les dossiers. Et ok, pas de souci.
Et là, en fait, j'étais à l'étranger, enfin, je sais pas. Et je reviens. Et elle me dit, ah, bah, j'ai mis les locataires en place. Je dis, ok, très bien, vas-y, envoie-moi les dossiers. Et là, je vois 2 nanas. Et je lui dis, mais c'est un studio. Un studio avec un canapé lit, quoi, tu vois. Enfin, c'était location nue, mais bon, enfin, peu importe, il y a quelque chose. Et du coup, je dis, ben, elles sont sœurs? Non. C'est un couple? Non. Je dis, donc, tu es en train de me dire que tu as pris 2 femmes qui n'ont aucun lien dans un studio. Je dis, ça va commencer, comment ça va se passer au niveau du couchage, quoi, tu vois. Je sais pas, je débrouille et tout, machin. Résultat, j'ai eu beaucoup de soucis avec ces 2 locataires et j'ai eu beaucoup de mal à ce qu'elles partent. Et j'ai repris la gestion de l'appartement après. Voilà. Ouais, c'est ça. Bah, moi, j'avais aussi un studio que j'avais mis en agence. Et puis, je sais pas s'il aurait pu le voir ou pas, le gars, mais en tout cas, en fait, ça puait dans l'appart. C'était un boucher. Alors, je sais pas si ça avait un lien. Je sais pas s'il ramenait des trucs. J'ai eu des lettres du syndic. Et après, en fait, j'avais un gestionnaire. Et le gestionnaire, il m'a dit, ouais, mais en fait, le gars, il fait un peu flipper. Moi, j'y vais, mais donc, tu vois, ça m'est arrivé. Et une fois, j'ai eu un gars, alors, faut pas faire de discrimination, bien entendu, mais c'était soi-disant un grec. Il avait des papiers grecs, mais c'était plutôt un russe qui m'expliquait qu'il était chauffeur d'un homme d'affaires russe, qu'il était payé en cash et que sinon il était videur de boîte de nuit. Et genre son poing, il faisait la taille de ma tête. Je dis mais lui, mais jamais je peux le sortir s'il paye pas, quoi. Donc voilà, j'avais pris une autre locataire. Ça se trouve, il aurait payé, tu serais bien passé, mais bon. Puis toi, t'es comme un idiot. Qu'est-ce que tu vas faire avec du cash? Enfin bon. Ok, top. Et toi, Corinne, tu fais de la location courte durée? Non. Okay. Moi, je fais de la location nue, location meublée et colocation meublée. Ok. Et les nues, tu les as en société? Non. T'as fait des travaux? Non, alors ça, c'est mes tout premiers investissements, les non rentables. Ok. La défisque, c'était un cellier. Ok. Bah au moins t'as quand même un avantage fiscal, je pense. C'est un avantage fiscal et puis il y a la frontière suisse, donc parce que voilà. Défisque, enfin j'encourage. C'est ça, il y a de la défisque dans des villes à 1 000 € le mètre carré, il y a de la défisque dans des villes à. Tu perds de l'argent au moment où tu revends. Là, moi je sais que l'appartement il a pris pas mal de valeur et puis surtout, j'en ai un autre aussi en défisque que j'ai sorti du dispositif après le nombre d'années nécessaires. J'ai respecté le délai, c'était 6 ans, c'était un Pinel. Et du coup, je suis passée d'un loyer plafonné à un loyer cohérent avec la zone géographique et je suis passée d'un cash flow négatif à un cash flow positif. Ok. Donc comme quoi, il y a moyen de. Ouais, mais après, c'est comme tout, hein, la défisque. C'est juste qu'après, t'as beaucoup d'intermédiaires et donc, en général. C'est ça. Et par contre, tu es obligé de le louer en nu pendant la durée imposée par le CELI à l'époque, c'était 9 ans. Et donc pendant 9 ans, tu dois le louer en nu. Ok. Et après, tu les gardes. Bah, c'est vrai que c'est aussi ça, le problème qu'on dit souvent au Pinel, c'est qu'après, tout le monde les vend. Donc, ça fait une concurrence au sein de la copro. Ouais. Si tu les gardes, si tu changes l'exploitation et tout, c'est... Je me suis posé la question, très honnêtement, d'arbitrer en disant, OK, est-ce que je le vends parce qu'il avait déjà pris de la valeur? Donc, pourquoi? Et après, j'ai dit, attends, on va faire le calcul. Au niveau cash flow, je peux partager les chiffres, je m'en fous. Le loyer plafonné était à 800 € et je suis passée à 1 300 € de loyer. Ah ouais. Frontière suisse. Ouais. Donc, du coup, pas dégueulasse. Du coup, j'ai dit, bon, bah, OK, on va le meubler, on va le faire joli. Et puis voilà. Et puis, les Suisses, en ce moment, ils sont bien avec le franc suisse. Moi, je connais pas mal de frontaliers ou de Suisses qui travaillent en Suisse. On a des auditeurs en Suisse. Bah, là, le franc suisse, il est bien. Donc voilà. On n'a pas de scrupules pour les 1 300 € de loyer. Oui. Ah, bah, top. Mais je vais faire un épisode avec des gens qui travaillent en Suisse. Je pense que c'est tu vois, si c'était à refaire, je pense que si tu pars de zéro, c'est vraiment un bon moyen. Et je connais beaucoup de gens qui s'en sont bien sortis, qui n'ont pas fait d'études en commençant en Suisse. La vie, elle est chère, mais bon, les payes, elles sont c'est quand quoi, même... c'est 3 500 € le SMIC, non? Quelque chose Ouais, et t'en as, ils gagnent beaucoup plus que ça. Hein. C'est 3 fois, c'est quasiment 3 fois plus de mémoire. Ouais. C'est le moindre salaire, c'est genre 4 000 francs suisses, tu vois. C'est clair que ça permet de bien démarrer dans la vie. Voilà. Et puis c'est toujours pareil, si t'épargnes 20%, bah autant que ce soit 20% d'un gros montant de tes revenus. Yes. Après, il y a des points négatifs en Suisse, bien sûr, mais
mais il y a pas la mer. Il y a pas la mer, mais il y a des lacs. Mais ouais, c'est en tout cas voilà, c'est je pense pour démarrer quand on a faim, c'est un bon moyen si vous n'avez pas trouvé de même mon grand-père, ma grand-mère elle m'a dit qu'il donnait des cours en Suisse il y a 50 ans ou 60 ans au lieu de faire ses vacances, ils allaient donner des cours en Suisse. C'est pour ça que maintenant j'ai une vie de nanti quasiment. Voilà. OK, top. Et je voudrais parler, on en a vite fait parler en off, vous avez des biens avec vos conjoints. Oui. Comment ça se passe? Comment vous répartissez les tâches? Qui fait quoi? Voilà. Ouais. Notre fonctionnement avec mon conjoint Olivier, c'est le suivant, donc c'est toujours le même. Donc moi, je chasse les biens parce que j'aime bien aller sur le terrain, j'aime bien rencontrer les agents immobiliers, j'adore le réseau, j'adore discuter avec des gens que je connais pas. Moi, ça me gêne pas du tout, j'aime beaucoup ça. Donc c'est moi qui chasse. Derrière, c'est souvent moi qui trouve les contacts pros en fait, du style les personnes qui font les travaux ou les décorateurs, etc. Parce que je me sers beaucoup de mon réseau en fait pour ça. Et ensuite derrière pour la recherche de financement, on fait ça ensemble. Donc systématiquement on va voir les banquiers ensemble. Donc ça fonctionne bien puisque forcément vu qu'on investit à deux et qu'on est les deux présents, ça fonctionne bien. Et puis derrière par contre c'est lui qui s'occupe de la gestion des travaux parce que c'est pas mon dada. Moi, je suis plutôt sur la phase en amont du projet, en fait. Et après, la gestion au démarrage, donc c'était moi qui la faisais. Et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'il était un peu plus carré que moi. Et donc, du coup, c'est lui qui a pris la gestion. Et puis, à terme, ce sera lui qui gérera l'ensemble du parc immobilier. Il se rémunérera avec le parc. Voilà. OK. C'est assez clair. C'est ça, c'est bien d'avoir tu sais, t'as un peu le good cop, bad cop, là, parfois, avec l'artisan. C'est vrai que c'est assez, c'est très bien d'avoir ça et d'avoir quelqu'un qui est exigeant. Et après, toi, parfois derrière, tu peux un tout petit peu arrondir et au final, t'as un truc qui est bien, et puis t'as un artisan qui est bien, et puis. Ouais, tout à fait. Ouais. Puis même en termes de gestion des locataires, tu vois, quand il y a des problématiques, c'est plus moi qui vais y aller pour la discussion, pour l'aspect relationnel humain. Par contre, effectivement, pour la gestion derrière, entrée, sortie. C'est quand même moi qui fais la vérification des loyers. je me suis pris quand même la vérification des loyers, tu sais, pour être sûr que ça rentre. Mais sinon, c'est bien lui le pilier de la gestion, je dirais. Voilà. OK. Ah super intéressant. Moi, alors les apparts que j'ai toute seule, je les gère toute seule. Alors non, c'est pas vrai. Parce que mon chéri est très bricoleur, donc du coup les apparts que j'ai toute seule, il met quand même la main à la pâte pour m'aider parce que des fois il y a des petites choses à faire, pas les gros travaux là, on prend des entreprises, mais des petits trucs, tu vois, d'entretien. Là c'est lui, il adore ça, donc il m'aide là-dessus. Et après les biens qu'on a ensemble, alors grosso modo la recherche c'était plutôt moi. Alors j'étais chasseur immobilier pendant une période, donc ça aidait aussi pour trouver les biens. Donc la recherche c'était moi. Il y a même un bien où je l'ai un peu harcelé pour qu'il vienne visiter parce qu'il m'a dit c'est bon, tu l'as visité, je te fais confiance. Je fais non, tu viens le voir quand même avant la signature s'il te plaît. Donc il me fait confiance. Et puis les premiers biens c'est plutôt moi qui poussais, si tu veux, qui voulais vraiment investir dans des biens rentables. Après la partie dossier bancaire, clairement c'est moi. Toute la partie paperasse c'est moi. Monter le dossier. La présentation au rendez-vous bancaire, c'est pareil, on y va à deux, mais c'est plutôt moi qui lead aussi. Après, la partie travaux, ça va plutôt être lui. Encore, ça dépend parce que, moi, j'étais aussi beaucoup dans les travaux, donc on n'a pas la manière on voit pas les mêmes choses en fait. Donc, on est assez complémentaires au niveau des travaux. Ça, et après la gestion locative, au départ, ça a été essentiellement moi, mais plus sur la partie état des lieux d'entrée, état des lieux de sortie, inventaire, tout ça, ça le saoule mon chéri, donc moi je le fais. Par contre, sur la partie plus relationnelle, un peu comme toi, c'est plus lui qui va intervenir. J'ai tendance à perdre patience plus rapidement que lui et à être moins dans la discussion, dans l'échange que lui. Et toute la partie après gestion financière, administrative, c'est moi. Qui envoie les factures à l'expert comptable et tout. Et là, par contre, non, en ce moment, on cherche un immeuble et c'est plutôt lui qui est sur la recherche immobilière. OK. C'est vrai que quand t'es à deux, ça, c'est bien, t'es toujours en mouvement. Moi, on a acheté beaucoup d'appartements avec mon associé comme ça.
Parce que c'est vrai que c'est comme tout, c'est comme quand tu joues au tennis ou quoi. Parfois, il y en a un, il a la flemme, et puis tu vas quand même, et puis parfois, et puis t'as l'autre. Puis il y en a qui ont du temps, parfois moins de temps, donc. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est bien d'investir en couple et d'avoir quelqu'un qui suit. Après, le seul risque que je vois, mais c'est comme dans tout dans la vie. Parfois, vu que t'es deux, tu crois que l'autre a contrôlé un truc et en fait, tu le fais pas. Et nous, ça nous est arrivé une fois, on signait un compromis. En fait, l'agent immobilier nous avait menti sur les charges et en fait, les compromis, vous connaissez, hein, c'est super long. Et en gros, le prêt état daté, il est tout en bas après les diagnostics et tout. Donc, c'est la page 150. Et à 21h, je m'en suis rendu compte que c'était, au lieu de 150 par mois, c'était 300 par mois dans l'appartement. Donc, ça allait pas. Et heureusement, ça se trouve, mon associé, il l'aurait aussi vu. Mais tu vois, c'est un peu un truc. Il est 9h, tu te dis, bon, lui, il a déjà lu. Puis en fait, ça se trouve, il se dit la même chose. Bon, moi, j'ai lu le compromis, j'ai les diags, j'ai regardé les résumés, et puis donc voilà, c'est vrai que c'est toujours bien de quand même faire les choses carrées quand t'es à deux, hein, et de tout faire. Mais après, parfois, il y a des inefficacités, des inefficiences, hein, donc c'est comme ça. Mais c'est une belle aventure à partager à deux. Des fois, il y a des loupés, il y a des mais je croyais que c'était toi qui faisais. Ah ouais, Il faut le temps de se cadrer aussi au début. Puis de voir où t'es bon et où t'es pas bon aussi, quoi. Que ce soit d'ailleurs avec ton conjoint, si c'est ton conjoint, ton associé ou un autre associé en fait. Il faut le temps de se découvrir, de voir les forces et les faiblesses de chacun pour pouvoir ensuite se dire ok, toi tu fais plutôt ça et moi je fais plutôt ça. Ah, c'est ça. Nous, on est en train là de, juste au moment où je vous parle, on est en train de vraiment un peu structurer. Là, j'ai décidé qu'on fasse une fiche par appart. C'est tout bête, mais quel étage il est, quelle porte c'est, la personne de contact du syndic, le locataire. On a des garages et du coup les garages. Parfois, ça se t'oublie. Enfin, le numéro. Enfin, en fait, moi, souvent les garages, je les loue en mettant une pancarte sur l'immeuble, donc tu retrouves plus sur le bon coin les contacts, t'oublies les SMS et tout, donc et au début tu crois que tu t'en rappelles, t'as un bien, 2 biens, 3 biens, 4 biens, puis en fait au bout d'un moment t'oublies, hein, franchement, même mes locataires au bout de 2-3 ans tu les reconnais pas, hein, franchement, je sais pas. Donc voilà. Et je rebondis juste sur votre coloc en couple. Moi, je dis toujours de prendre des gens moches parce que ça marche mieux. Ils ont moins de risques de se mettre en couple. Après, il y en a quand même qui trouvent, hein, faut faire gaffe. Mais voilà, les moches restent plus longtemps. Donc voilà. Ok, top. Si vous voulez, on peut juste switcher sur vos activités dans l'infoprenariat, du coup à toutes les deux, hein. Peut-être comment vous êtes formé à ce sujet et puis un peu décrire vos activités. Si tu veux, on peut commencer par le closing. Ouais, comme ça. Le closing, en fait, c'est tout con. Enfin, j'avais jamais pensé faire cette activité, hein. C'est juste que. Donc, on peut peut-être présenter le closing, c'est en gros faire un peu la. Le closing, en fait, si tu veux, c'est être commercial pour des infopreneurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prospects sont apportés par un tunnel de vente qui est réalisé par l'entrepreneur, enfin l'infopreneur, et toi, tu es en dernière ligne un peu. Voilà, en dernière ligne, tu reçois les prospects, je dirais tièdes, voilà, et tu prends contact avec eux et ensuite tu les orientes sur telle ou telle formation en fonction de leur profil. Voilà. Okay. C'est le métier du closing. J'y étais pas du tout destinée. Après, j'ai quand même un profil de commercial quand même à la base, mais j'étais pas destinée à ça. Moi, je voulais monter une boîte, je savais pas dans quoi. Puis à l'époque, j'avais un infopreneur qu'on connaissait toutes les deux en commun. Avec Coco qui s'appelle Yoni, le marchand de biens, et en fait il était tout seul dans sa boîte, il n'arrivait plus à tout gérer. Il m'a dit vas-y aide-moi, j'ai dit bah oui moi je veux bien, qu'est-ce que je fais? Bah vas-y traite les mails. J'ai commencé comme ça à traiter les mails et puis après de fil en aiguille on a structuré la boîte et donc maintenant j'ai cette mission d'orientation des clients. Voilà. Ok, top. Et ça te prend combien de temps? 2 jours. 2 jours par semaine? Ouais. Ok, ouais, c'est quand même prenant, quoi. Enfin, il y a quand même beaucoup de prospects, hein. Ouais, tout à fait, ouais. 2 jours par semaine et 2 jours par semaine sur Investir comme elle, avec Coco. Ok. Et vos élèves, comment vous les appelez? Vos élèves,
vos pépites, Nos membres. vos membres. Vous les suivez comment? C'est à quel rythme? Alors, on les suit en coaching personnalisé, donc Mhm. en visio, parce qu'en général, ils viennent un petit peu de partout ouais. en France. Et on les suit à un rythme d'une fois par mois pour suivre l'investissement pendant 6 mois, en fait. Si tu veux, on fait un coaching mensuel pendant 6 mois. Voilà. Ok. Et on a Donc Et oui, on a des coachs. Alors oui, j'ai pas précisé, effectivement, on fait pas que ça. Non. On a aussi un coaching de groupe par mois et une masterclass avec un expert par mois. Donc Ok. vraiment, ça c'est pour la montée en compétences. Et après nous, on va les titiller sur les freins personnels en one-one, quoi. Ok. Ah, super, très intéressant. Et vous faites du coup la zone de recherche. Enfin, vous commencez vraiment de zéro, quoi. De la zone de recherche jusqu'à la signature. Avant, on commence sur le mindset et la préparation des finances. Ok. Avant de commencer la recherche IMO, en fait. Bah ouais, parce que si on est endetté jusqu'au cou, c'est compliqué, hein. C'est vrai que nous, on a eu des prospects, c'est la première question qu'on leur pose, c'est est-ce que vous pouvez vous endetter? Parce que sinon... Ben, c'est exactement ça, en fait. C'est la première question qu'on pose et on va même plus loin que ça. C'est que on se dit, OK, pour quelqu'un qui a des finances, est-ce qu'il sait les gérer correctement? C'est-à-dire, est-ce qu'il sait ce que c'est qu'une épargne? Tu vois, déjà? Parce qu'on nous apprend pas ça à l'école, hein, clairement. Donc, est-ce que t'épargnes déjà, tout simplement? Et puis ensuite, après, la vision de l'investissement, tu sais, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un emprunt? On commence vraiment depuis la base, hein, franchement, voilà. Ok. Et toi, Corinne, du coup, ton activité, comment ça t'est venu? Alors, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, il y a 1 an et demi, Parce que ça, on fait pas d'études, hein, pour d'études. En gros, si tu veux, fin 2021, j'en avais marre de mon activité de gestion de projet tertiaire. Ça faisait 15 ans que je faisais ça, mais je savais pas trop quoi faire d'autre. Et en fait, on avait rejoint un incubateur, donc un programme d'accompagnement pour développer, investir comme elle. Et dans cet incubateur, on a découvert le principe des profils visionnaires et intégrateurs. Et le profil de visionnaire, c'est un entrepreneur qui a plutôt la vision, donc du coup beaucoup d'idées à la seconde, mais qui du coup à un moment part dans tous les sens. Je fais des schémas, hein, c'est très résumé, mais voilà. Non, mais c'est intéressant. Ça, c'est un visionnaire. T'appelles ça? Plutôt visionnaire. Donc, c'est quelqu'un qui va être ultra moteur, qui va avoir plein d'idées, donc qui va être très novateur, mais qui, par contre, peut s'éparpiller. Enfin, souvent s'éparpille et part un peu dans tous les sens. Et le profil intégrateur est plutôt quelqu'un qui va être doué pour organiser, structurer et mettre en place, quelque part, les idées du visionnaire. Et du coup, c'est un duo qui fonctionne très bien. Et en rejoignant cet incubateur, on nous a dit mais vous avez trouvé, vous vous êtes trouvés en fait. Donc Mélanie est plutôt visionnaire et moi je suis plutôt intégrateur. D'accord. Et en fait dans l'incubateur il y avait comme pour les biens. Mélanie elle trouve les biens et après son mari il fait. C'est exactement ça en fait. Ouais. Et si tu veux, dans cet incubateur en fait il y avait beaucoup d'entrepreneurs. La majorité, peut-être 90%, c'était des visionnaires qui avaient besoin de profils comme le mien. C'est-à-dire que le visionnaire va être plutôt sur le why, sur le pourquoi, et moi je suis plus sur le comment. Comment on fait? Ok, mais concrètement, du coup, comment tu fais là pour mettre en place les choses? Et en fait, du coup, j'ai rencontré mes clients un petit peu comme ça, avec d'autres infopreneurs qui cherchaient leur intégrateur, et donc je suis devenue consultante comme ça. Ouais. Voilà, pour eux. Et quelque part, c'est quelque chose qui avait du sens parce que comme j'étais directrice d'agence pendant 10 ans, en fait, je faisais de la gestion d'équipe, des plannings, des budgets, je gérais un centre de profit complet, mais j'avais jamais mis ce mot là-dessus, tu vois, ce terme, ça me parlait pas. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'étais directrice d'agence, je faisais tout le développement commercial et je n'aimais pas ça. Mais j'étais obligée de le faire. Et là, l'intérêt, c'est que du coup, tu fais pas le développement commercial, c'est pas ta partie. Et ça, c'est cool. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des appétences pour un truc ou pour l'autre et on dit mais qu'en fait la vente, en tout cas si t'es tout seul, t'es quand même obligé tu peux être le meilleur écrivain du monde, si tu sais pas te vendre, en fait tu vends rien quoi. Si tu sais pas te vendre ou si tu trouves pas quelqu'un qui le fait pour toi. Ouais. Voilà. Si toi vraiment ça passe pas. Ouais, j'ai regardé, il y a un reportage sur Wirecard là, je sais pas si vous avez suivi le scandale d'une boîte allemande qui a brûlé 2 milliards d'euros. En fait, c'était
ils étaient plus gros que la Deutsche Bank à un moment en capitalisation, alors que c'était une start-up en gros. Et en fait, c'était ça, t'avais un gars qui avait l'idée banque et ils ont trouvé, mais en fait le gars qui allait trop loin quoi, le commercial qui a survendu le truc et puis au bout d'un moment en fait il a vraiment bon il y a carrément des magouilles payer des journalistes et tout mais tu vois où en fait peut-être que justement il y avait une dissonance entre le gars un peu carré et puis l'autre qui a eu des ambitions jusqu'en haut parce qu'en fait faut suivre aussi hein. Si t'as un gars qui vend trop ou qui vend pas assez, il faut aussi une sorte de cohérence quoi. Donc, ouais, faut être certain, je pense, pour l'intégrateur, le challenge, c'est aussi de se dire, OK, est-ce que ce qu'il a vendu, on est en capacité de le produire aussi, tu vois? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on va livrer au client derrière, quoi? Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Et du coup, c'est pour des infopreneurs, tu recrutes quel type tu le sais, je pense qu'ils ont des prestataires plutôt, ils ont pas vraiment des... Alors, il y a les deux. J'ai bossé avec des infopreneurs qui travaillaient qu'avec des prestataires. Parce que le passage de recruter des salariés, c'est encore un autre step, si tu veux. Mais j'ai aussi bossé avec des gens qui avaient déjà des salariés. Où là, t'as la gestion, le management, on va dire, n'est quand même pas le même entre personnes salariées et prestataires. Parce que, en plus, salarié, en général, c'est des temps pleins. Prestataire, c'est tu gères un nombre d'heures par semaine, par prestataire. Donc, c'est pas la même approche. Ouais. Et c'est quoi comme ils font quel métier? C'est des graphistes, des financiers? Ou les personnes non, les personnes que tu recrutes, les prestataires, des monteurs. Monteur vidéo, community manager, copywriter, assistante administrative, assistante tout. En fait, assistante, je fais tout. La geek de l'équipe ou le geek. Ouais, voilà. Le prestataire informatique qui va aussi gérer les outils type, System.io, Kajabi, tu vois, un expert technique. Ça peut être aussi responsable relations presse, ça peut être commercial, tous les profils en fait. Et puis des personnes chefs de projet aussi qui font de la production de dossiers. Ok. Et toi, tu fais quel process de ça? Par exemple, parce qu'il y a des choses où tu as les compétences, je suppose, et il y en a où tu les as clairement pas. Donc toi, tu trouves les prospects, tu leur fais faire des petits projets, comment tu... Oui, en fait, il y a un process de recrutement qui est un peu toujours le même. Là où par contre j'ai besoin d'aide, des fois c'est pour la fiche de poste, parce que la fiche de poste, métier de copywriter par exemple, tu vois, la première fois que j'ai fait une fiche de poste. Donc un copywriter, c'est quelqu'un qui écrit des pages de vente. Page de vente, et ça peut être aussi newsletter, ça peut être même les posts du community manager. Le community manager peut faire par exemple son planning éditorial et faire les visuels, mais ne pas faire le texte, tu vois. Ça dépend pareil d'une personne à l'autre. Et après, sinon, c'est le process de recrutement avec différents entretiens pour pouvoir sélectionner la personne. Ça reste, si tu veux, le même principe que ce que je faisais quand j'étais directrice d'agence, sauf que tout se fait par Zoom, en ligne, il n'y a pas de rencontre physique, quoi. Ça reste un peu le même métier. Ok, top. En tout cas, on voit que c'est un bon moyen que toutes les deux vous avez trouvé en fait en peu de temps. Il y a des gens, ils veulent se lancer dans leur société et puis en fait tu vois, en fait là c'est marrant, ça n'a rien à voir, mais hier j'ai vu une conférence d'une femme astronaute, Claudie Aigneret, c'était la première astronaute européenne, et en fait après elle a été ministre, elle a été au comment ça s'appelle, au Palais de la Science et des Découvertes. Elle a eu plein d'activités et je me suis dit en fait elle a fait d'abord un truc astronaute et de là il y a eu plein de jobs qui ont découlé de ça. Et en fait, on voit, c'est vrai que quand on est investisseur, vous n'êtes pas les premiers. Alors, vous êtes les premières qui font ces activités, mais il y en a plein qui ont trouvé des activités en achetant des appartements. Et après, soit t'en cherches, soit tu fais de la,
tu recherches des biens pour d'autres gens. Quand t'es trop endetté, tu fais de la sous-loc, tu fais de la conciergerie, tu fais de la... Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que nous, on le retrouve aussi dans nos membres. C'est que souvent, en fait, les gens ont envie de démarrer dans l'investissement immobilier. Tu comprends la musique, donc t'enchaînes rapidement, en fait. Tu te dis, OK, vas-y, je passe sur le deuxième, le troisième, etc. Et après, dans ton esprit, tu te dis, OK, je choisis soit d'avoir un gros patrimoine pour potentiellement me rémunérer avec, soit je commence à développer des activités entrepreneuriales et en fait, ça va de pair systématiquement. Ouais. Dans un sens, enfin, d'abord entreprendre après investir ou investir après entreprendre, mais dans un sens comme dans l'autre, ça souvent c'est lié. Et nous, on considère que l'investissement immobilier, c'est de l'entrepreneuriat. C'est une forme d'entrepreneuriat. Bien sûr. Mais ça reste une gestion de projet de A à Z. Et, c'est ça, t'as une gestion de projet. L'objectif, c'est de faire de l'argent. Voilà, c'est... Ouais, tu gères des gens, tu maîtrises tes coûts, voilà. C'est ça, l'optimisation. Tu essayes de louer le plus cher possible. Pour faire des gros billets, comme tu dis. Voilà, pour faire des gros billets. Non, bah, c'est top. Et puis moi, bah, je fais des podcasts, hein. J'ai pas acheté des apparts avec l'idée de faire des podcasts au début, hein. Donc voilà. Bah, je pense qu'on a fait un bon petit tour. J'ai des questions de fin. Je sais pas si vous vouliez rajouter un truc. En général, quand je pose cette question, les gens ils disent non. Donc, est-ce que, alors, qu'est-ce que j'ai comme question? J'essaie de changer de tente. Est-ce que, qu'est-ce qui fait là pour vous deux qui fait que votre business vous êtes qui fonctionne et que vous êtes dans ces business là en ligne du coup de closing et de intégrateur? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? En quoi on peut être bon ou moins bon? Qu'est-ce que si tu arrives à faire un truc, ça marchera bien? Et sinon non? C'est une très bonne question. Moi, je dirais déjà la passion. En fait, il faut que tu kiffes ce que tu fais, hein, parce que sinon tu le fais mal et puis tu tiens pas sur la durée. Donc, moi, je dirais ça. Déjà en priorité. Après, si t'aimes quelque chose et que t'es pas formé, tu te formes. Je dirais en deuxième point, c'est la formation. Franchement, avec Internet maintenant, tu peux te former sur tout et n'importe quoi. Gratuit ou pas gratuit d'ailleurs. Enfin, voilà. Et ouais, c'est ça. Et puis après, il faut trouver la mission aussi. De toute façon, in fine, il faut que tu trouves le client. Donc voilà. Ouais. Moi, j'ajouterais peut-être la zone de génie en fait. Oui. En quoi t'es bon? En quoi t'es bon? En quoi t'es bon? Parce que du coup, en fait, ce qui te paraît facile, souvent paraît pas facile à d'autres personnes. Je le vois avec Mel. Moi, j'adore Excel. C'est tellement facile pour moi. Et je vois Mel, elle est allergique à Excel et je comprends même pas comment c'est possible. Et du coup, tout ce qui est tableau, budget, planning, tout ça, ça la saoule. Ouais, ça me saoule en fait. Et moi, ça me demande aucun effort. Donc je pense que c'est intéressant vraiment de s'orienter vers sa zone de génie plutôt que se forcer à faire un truc que t'aimes pas et où t'es pas bon et où tu t'éclates pas. Enfin, ça rejoint le kiff, quoi. Et après, je vais même peut-être partager une petite pépite, c'est que en fait, il faut te rémunérer cher là où t'es super bon. Et c'est très difficile parce que là où t'es super bon, ça te paraît facile. Et tu te dis, tout le monde peut le faire, jamais personne va me payer pour ça. Et en fait, c'est vraiment ça le switch à faire dans ton cerveau, à te dire, ok, ça c'est hyper facile pour moi, donc faut que je me fasse payer très très cher. Ouais, c'est un très bon point. C'est vrai que quand on le tourne dans ce sens, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont des scrupules moi, je fais ma petite pub, voilà, je suis sur mon podcast. Vu que j'ai une formation sur comment négocier des appartements, c'est vrai que j'ai fait des offres un peu massacrées, j'ai gagné des dizaines de milliers d'euros sur des biens. Bah voilà, au final, c'est des dizaines de milliers d'euros. Après, moi, je voulais, mes auditeurs, je les adore, je voulais pas les saigner, mais c'est toujours aussi ça peut paraître simple d'envoyer une offre qui est basse et ça va peut-être te prendre 30 minutes de réflexion sur les points que tu vas utiliser pour appuyer ton offre, mais après, tu peux gagner énormément d'argent, donc voilà, faut pricer le truc, c'est toujours c'est jamais évident. Souvent on fait ça avec des gens qu'on aime, enfin mine de rien, je pense que c'est comme vous avec vos coachés, vous les appréciez beaucoup et puis du coup, il faut toujours trouver mais bon la fille, tu sais. Bah bien sûr, on les aime, heureusement, on ferait pas ça sinon franchement. Donc voilà. C'est un sacré équilibre à trouver et ouais, c'est vrai qu'avoir une compétence. Moi, c'est vrai que je calcule super vite de tête. Enfin, souvent, je suis dans les biens et tout. Je calcule vite. Et c'est un point qui m'est super utile dans plein de domaines, mais dans d'autres domaines qui le seraient pas du tout. Et puis, les gens qui arrivent pas à calculer, je vois que c'est compliqué pour eux tout est plus compliqué. C'est ça, ouais. Et après, il y a d'autres trucs.
par exemple. Je peux te partager un truc. J'ai réussi à identifier que un de mes points forts, c'était d'avoir une vision globale. Et en fait, ça me paraissait juste banal, en me disant mais tout le monde a la vision globale en fait. Enfin, je vois pas en quoi c'est quelque chose c'est un atout quoi, tu vois. Et en travaillant avec plusieurs infopreneurs différents, j'ai pris conscience qu'effectivement, c'était pas quelque chose qui était donné à tout le monde et que c'était justement un véritable atout, mais dont j'avais absolument pas conscience, tu vois. Pour moi, tout le monde raisonnait comme moi. Ouais, bah en fait non. Et vu que j'ai 2 femmes, visiblement j'ai lu, et moi je suis sûr de ça. Vous le savez peut-être pas parce que je l'ai appris à quelqu'un récemment. En fait, que les femmes, elles ont la vue vraiment plus large que les hommes, et que les hommes, ils ont plutôt une vue focus, on va dire. Et ça fait que, par exemple, parfois il y a des embrouilles de couple parce que l'homme il trouve pas un truc dans le frigo ou dans un tiroir. Et visiblement, c'est la biologie qui est faite comme ça. Et si vous voyez une belle fille dans la rue, votre femme l'a vue bien avant vous, donc faites pas genre de pas l'avoir vue parce qu'elle l'aura vue bien avant. Ok, je pense que c'était vraiment un bon point sur justement ces atouts qu'il faut vraiment. Il y a un bon livre que j'ai jamais lu, Strengths Finder, là, que tout le monde recommande. En fait, c'est l'inverse de l'école. À l'école, c'est plus simple d'avoir. Strengths Finder, soit avec les 5, soit avec les 34. Ouais. Il y a un bouquin aussi? Ouais, il y a un bouquin que j'ai jamais lu d'ailleurs. Parce que nous, on a fait le test justement en ligne pour connaître tes 5 forces. Et c'est intéressant aussi d'aller voir il y a 34 compétences et d'aller voir la dernière parce que c'est là où t'es le plus nul. Du coup, c'est intéressant aussi de savoir ça. Et c'est vrai qu'on l'a fait. Et nous, on est pareil, on est ultra complémentaires. Ouais. C'est vrai que c'est un bon point de le faire en plus à 2. Comme ça, vous voyez qui peut faire quoi et à qui ça coûte plus qu'à un autre de c'est ça. Bah écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour. Je trouve que c'est bien et que ça sert à rien de mettre une question standard. J'étais super content de vous avoir. Si on veut vous retrouver, Investir comme elle sur Instagram. Sur Insta et vous avez une chaîne YouTube aussi. Ouais, j'ai vu Investir comme elle, COMELS. Voilà. Ouais. Comme elle. Et vous avez eu Nathalie, Nat Oui. parce que je l'avais sur le podcast et j'avais regardé pour préparer l'entretien, j'avais regardé votre vidéo. Tout à fait. Et merci beaucoup. Balaruc-les-Bains. Balaruc-les-Bains, voilà, capitale mondiale des stations thermales et du cash flow. En fait. Ouais, c'est ça. Voilà. J'aimerais bien une fois y aller et voir. Je suis sûr que tout le monde connaît Nat. Nathalie, mais c'est la présidente La de maison des Balaruc. Lauriers. Voilà. Ok, on l'embrasse et je vous souhaite une très bonne soirée et puis à très Merci bientôt. à toi. Allez, bye bye. À bientôt, ciao. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, que Corinne et Mélanie auront su vous inspirer et vous donner des pistes pour vos futurs investissements ou vos futurs projets professionnels. Comme toujours, pensez à partager. L'épisode est fini, vous n'aurez plus aucune valeur là. Vous pouvez partager, vous pouvez mettre pause, partager. Et si vous voulez faire des gros billets, allez sur le site www.grosbillets.com. Bonne semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine avec l'épisode 100. Bye bye.